Comme chaque semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie. Et Léa Gage ce matin. Bonjour Léa. Bonjour Damien. Et alors cette semaine chez Reporter, vous nous parlez de ces pays qui envisagent de déplacer leur capitale sous la menace des effets du changement climatique. Oui, à commencer par Téhéran, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. La capitale de l'Iran souffre du manque de pluie au point que les autorités ont décidé de rationner l'eau et envisagent même d'évacuer la ville. On parle quand même de 15 millions d'habitants. Mais en réalité, l'idée de ce déménagement de la capitale, elle ne date pas d'hier. Notre journaliste Jeanne Cassard nous l'explique dans un article sur Reporter. En réalité, elle était évoquée dès 1989, cet été, cette idée, à cause des épisodes de sécheresse de plus en plus rapprochés et une gestion de l'eau défaillante. Et alors où serait relocalisée la capitale iranienne ? Alors justement, pour la première fois, le gouvernement a évoqué un lieu, Makran, au sud du pays. C'est un lieu stratégique, aux portes des routes maritimes commerciales. Le problème, c'est que ça reste une zone semi-désertique où il faudrait construire une usine de dessalement de l'eau de mer, ce qui est très coûteux et pas très écologique. D'accord, ça fait beaucoup de si. L'Iran n'est pas le seul pays d'ailleurs à envisager de déménager sa capitale. Oui, en Thaïlande, par exemple, l'idée de déplacer Bangkok revient régulièrement à cause de l'affaissement du sol et de la montée des eaux. Bangkok, en fait, s'enfonce, notamment en raison de pompage dans les eaux souterraines, tandis que l'eau de la mer, elle s'élève. Résultat, la capitale est régulièrement en inondation. Elle subit régulièrement des inondations. Mais le projet de déménagement, il ne semble pas prêt de se réaliser tout de suite parce que les autorités, pour l'instant, elles misent surtout sur des digues pour contrer l'assaut de la mer et sur des canaux pour dévier les crues. Et alors aujourd'hui, Léa, il n'y a pas vraiment de projet concret quelque part dans le monde de déplacement d'une capitale ? Alors si, il y a par exemple Jakarta en Indonésie. Là aussi, le sol s'affaisse. Là aussi, encore une fois, notamment en raison de pompage dans les nappes souterraines. On parle ici de 11 millions d'habitants. Alors en 2019, l'ancien président a pris une décision radicale, déplacer la capitale administrative sur l'île de Bornéo. L'objectif, c'est pas d'y transférer toute la population pour l'instant, mais d'y transférer les fonctions administratives. Le palais présidentiel est plus quand même d'1 million de fonctionnaires. Et il en est où ce projet ? Alors là, pour l'instant, la première phase des travaux est quasi terminée, mais pour l'instant, ça ressemble plutôt un petit peu à une capitale fantôme. Et aux difficultés de financement de ce projet s'ajoutent des critiques sur son impact environnemental. Les autorités, elles promettaient une ville verte, zéro émission. Certains dénoncent plutôt un projet qui, à terme, risque de fractionner en fait les terres des populations autochtones et de menacer des zones riches en biodiversité. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ces projets de déplacement de capitale, souvent, ils répondent davantage à des enjeux stratégiques, économiques, politiques, plutôt que de répondre véritablement aux enjeux climatiques. Et puis, ces projets, ils posent plein de questions. Déplacer, oui, d'accord, mais pour aller où ? Pour faire quoi ? Pour refaire une mégalopole ultra goudronnée qui pourrait redevenir surpeuplée. Et déplacer le problème, C'est ça, il faut vraiment se poser la question de est-ce que c'est une bonne solution ? Justement, en parlant de quête de solution face aux effets du changement climatique, il y a une idée qui revient à la mode, c'est celle de fertiliser les océans. On en parle ce matin, ça veut dire quoi ? Alors l'idée, c'est de déverser des tonnes de nutriments, alors essentiellement du fer, dans l'océan pour tenter de faire croître le phytoplancton. Alors pourquoi le phytoplancton ? Parce que le phytoplancton, c'est des micro-organismes végétaux qui absorbent du CO2 de l'atmosphère par photosynthèse. Alors dans l'idée, on peut se dire que c'est super et que c'est facile, sauf que comme l'explique notre journaliste Vincent Luquez, l'idée de la fertilisation des océans, elle a déjà été étudiée, modélisée et même expérimentée à petite échelle dans les années 90-2000. Et le résultat, c'était plutôt mitigé, avec une efficacité climatique assez incertaine et des risques pour la biodiversité. Et alors pourquoi on en parle ? Pourquoi ça ressort maintenant ? Alors d'abord, il y a une question de contexte qui est favorable à ces techniques d'élimination du carbone. D'abord, les rapports du groupement international des experts du climat, le GIEC, qui nous disent aujourd'hui que pour rester sous le seuil, ou au moins ne pas trop le dépasser, le seuil de viabilité économique, il va falloir recourir à ces techniques d'élimination du carbone en complément de nos réductions des émissions de CO2 drastiques. L'autre partie de ce contexte, c'est les systèmes de crédit carbone. Vous savez, c'est ces marchés sur lesquels les entreprises, les États s'échangent des crédits d'émissions carbone. Ces systèmes, ils se développent énormément. C'est des crédits qui sont générés par des activités qui réduisent ou qui absorbent le CO2. Et donc, ils s'échangent ces crédits. Et ça, c'est des droits à polluer. Ouais. Voilà, c'est un peu des droits à polluer. Et en fait, ils s'échangent ces crédits. C'est très favorable, ça, à ce qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est des techniques pour essayer d'influer sur le climat ou sur le cycle du carbone.
Et notamment, dans ces techniques, il y a la fertilisation des océans. C'est très en vogue en ce moment, notamment dans l'univers des startups qui déjà ont vendu des centaines de milliers de crédits carbone aux entreprises en promettant de séquestrer du carbone dans les océans à travers la fertilisation. Et c'est quoi le problème de cette technique de fertilisation ? Alors déjà, cette technique, elle se heurte à des processus naturels complexes. C'est une des raisons pour lesquelles ça a un impact sur le climat très incertain. Et même si elle permettait finalement, cette technique, de faire croître le phytoplancton, encore faudrait-il que le CO2 capté puisse couler dans les abysses pour y être piégé pendant des milliers d'années. Aussi, l'autre problème de taille quand même de cette technique, c'est qu'elle elle risque d'émettre plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en capture. Alors comment ? Par exemple, le fer déversé, il pourrait par exemple nourrir certaines bactéries qui relâchent du CO2 au lieu d'en capter. Ça pourrait être contre-productif. Si finalement on arrive à lever ces risques ? Ah oui, imaginons qu'on lève toutes ces incertitudes. Il resterait à établir le bilan carbone et écologique d'une telle opération d'ampleur. Ça veut dire énormément de navires dans l'océan. Ça signifie aussi du minage et du transport de fer. Donc il faut compter aussi l'impact de ça. En fait, ces solutions-là de technosolutionnisme, elles sont souvent assez critiquées, cette géo-ingénierie, parce qu'elles risquent de nous entraîner dans un cercle vicieux. Et puis, elles risquent aussi de nous détourner de nos objectifs de réduction des émissions de carbone en se disant c'est pas grave, peut compenser, on pourra les éliminer. Et ces techniques-là aussi, elles peuvent engendrer des perturbations en chaîne, c'est-à-dire que pour régler les dérèglements climatiques, on finit par créer de nouveaux dérèglements. C'est un peu un cercle vicieux. Merci beaucoup Léa de nous avoir éclairé sur ces questions ce matin. Des articles à retrouver bien sûr comme chaque semaine sur reporter.net.